du coronavirus, c'est une pandémie entre guillemets importée, n'est-ce pas? C'est un choc vraiment exogène, n'est-ce pas, qui a bouleversé pratiquement les habitudes. Et comment faire face en termes de réponse à cette pandémie? Comment les économies africaines font-elles face à cette pandémie? Et le FMI s'est engagé à aider justement les États fragiles, notamment la RDC. Vous le savez, déjà en mois de juillet 2021, le FMI a conclu un programme avec la RDC, n'est-ce pas? On a accordé à la RDC une enveloppe de 1,5 milliard de dollars américains en termes d'appui budgétaire. En dehors de cet appui budgétaire, il y a eu les DTS de 1,435 milliard de dollars américains pour aider justement la RDC à stabiliser son économie, à faire face justement à ces chocs dus au coronavirus. Et là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train d'échanger avec son hôte de marque, justement, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, Israël Moutala. C'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles, voilà. Vous avez vu, l'accolade a été une accolade très chaleureuse, qui montre que ces deux personnalités s'apprécient beaucoup. Mais pour moi, la symbolique, ça veut dire qu'aujourd'hui, les relations entre la RDC et les institutions de Bretton Woods sont au beau fixe. Il faut souligner que c'est important d'avoir des bonnes relations avec le FMI. Parce que le FMI, c'est parce que le FMI, non seulement que d'abord le FMI peut nous apporter des appuis à la balance de paiement et des appuis par rapport au choc exogène et endogène. Vous avez vu, vous avez dit vous-même qu'il y a eu à peu près 1,5 milliard de dollars comme appui budgétaire qui est différent des appuis à la balance de paiement pour construire nos réserves. C'est-à-dire que c'est de l'argent frais qu'on donne au gouvernement pour essayer de relancer l'économie, d'amortir le choc, notamment causé par la pandémie du coronavirus. Donc c'est quelque chose d'important. À part le fait que le FMI peut nous appuyer à nous réformer, peut nous conseiller utilement à faire des réformes utiles pour que nous mobilisions plus de ressources en interne, pour que nous mobilisions aussi plus de ressources à l'externe. Parce qu'on peut lever des milliards de dollars sur les marchés financiers. Donc, il faut que la note de la RDC soit bien cotée pour que le loyer de l'argent soit bas. Et tout ça, il faut faire des réformes. Et tout ça, si vous suivez les conseils techniques du FMI, vous pouvez justement améliorer la qualité de vos finances publiques, ça vous mobiliser plus. Il y a l'autre volet, c'est le volet de la dépense. Et donc, le FMI essaye justement aussi d'aider nos dirigeants. Toujours en termes de conseil. En termes de conseil, ce sont c'est nos équipes et les leurs qui discutent d'un programme. Ce n'est pas un programme imposé. C'est un programme où vous avez les deux parties qui discutent. Vous dites, voilà, vous avez des difficultés pour financer votre développement. Nous pensons que si vous faites telle réforme, vous pouvez avoir des résultats, des capitaux supplémentaires, des recettes supplémentaires. Et vous disiez oui, mais cette réforme, ça va prendre du temps, mais en attendant, on fait comment? Et voilà, vous discutez et vous arrêtez d'un commun accord. Le FMI envoie ce qu'on appelle une lettre d'intention qui engage l'État parce qu'il faut que la volonté politique soit au plus haut niveau. Voilà pourquoi elle est adressée au président de la République qui instruit. Mais à part le FMI lui-même, le FMI, c'est ce qu'on appelle aussi, il donne beaucoup de gaz. Ça veut dire que pour que sur le marché international ou que d'autres institutions vous prêtent de l'argent, il faut que vous soyez en programme avec le FMI. Le FMI est pour eux une garantie. C'est dont on parlait tantôt, parce que le FMI conçoit une garantie au niveau des bailleurs, d'autres bailleurs, multilatéraux, internationaux. Il est bailleur lui-même, mais il constitue aussi une garantie pour les autres bailleurs. Donc quand vous êtes en programme avec le FMI, c'est une garantie pour les autres bailleurs que vos finances soient bien tenues, que vous respectiez vos échéances par rapport au service de la dette, que ce soit bien les intérêts ou les capitaux. Et une question, qu'est-ce qui a fait en sorte que le FMI, parce qu'il n'y a pas que la RDC, il y a beaucoup de pays qui ont sollicité de rentrer en programme avec le FMI, mais le FMI est encore hésitant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la RDC puisse rentrer en programme malgré les échecs des années antérieures? Non, ça veut dire qu'il y avait un signal fort d'abord par rapport à la lutte contre la corruption. Il y a eu une volonté forte qui a été prise au plus haut niveau de bien gérer la chose publique. Et ça, le FMI est sensible. Donc le FMI, ce n'est pas de voir les États en difficulté financièrement. Parce que les difficultés financières de la RDC peuvent avoir des répercussions
sur d'autres pays. Nous sommes dans un village planétaire, ça veut dire que les troubles financiers, le désordre des finances, des problèmes macroéconomiques persistants, c'est des difficultés pour les autres pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC importe et exporte. Et tout ça, il faut absolument que nous soyons en mesure d'avoir suffisamment de devises pour couvrir nos besoins en importation. Et tout ça, c'est vraiment, il faut... Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes expert, journaliste, expert économique, expert des questions économiques. Il n'y en a pas beaucoup en RDC, n'est-ce pas? Madame... j'aime bien vous appeler Kaozi Fatouma, c'est purement vraiment congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est non seulement président de la RDC, mais aussi président à l'exercice de l'Union africaine. C'est en cette double qualité qu'il échange avec la directrice générale du FMI. S'il faut raisonner par conjoncture, par rapport à l'Afrique, raisonnons maintenant Afrique, n'est-ce pas? Quelles sont les questions qui sont sur la table entre le président de la République et son oncle Kristalina Georgieva? Je pense que le président de la République, comme vous l'avez rappelé, est président aussi de l'Union africaine. Nous avons ce leadership politique au niveau panafricain. N'oublions pas que la RDC, nous avons 9 pays. Nous avons 9 voisins. La RDC, au niveau de sur un plan, si on peut parler d'économie verte, a toutes ces richesses-là. Aujourd'hui, elle a montré, et je pense que c'est le signal aussi c'est dans ses lettres d'intention, elle a montré sa capacité à déjà reconnaître les problèmes de gouvernance qu'elle avait. Elle a mis en place qu'on appelle une politique de répression assez forte avec l'IGF. Elle a accepté, parce que comme il venait de le dire Israël, on a vu ensemble avec le FMI quels sont les problèmes qui ont été mis. Si la RDC arrive à capter et à matérialiser tout cela, on va avoir une économie forte, on va industrialiser, parce que c'est le vœu de tous aujourd'hui. La pandémie a eu aussi ce problème de nous dire que nous devons aussi à un moment un repositionnement national, parce que les frontières sont fermées. Quid, comment nous faisons? Et cette pandémie a été une aubaine, une aubaine aujourd'hui pour la RDC. Je pense que ça a été une aubaine. Sur le plan industriel, aujourd'hui on parle de télétravail, ce qui n'existait pas avant. On doit s'accommoder. La RDC se développe, devient le moteur déjà de toute l'Afrique et du monde entier. Parce que dans la RDC, nous avons les solutions auxquelles le monde attend. Vous avez parlé, on a eu il y a 2 semaines, je pense, le business forum africain. Nous avons du cobalt, du lithium, nous avons une nature généreuse, nous avons de l'air, nous avons les 4 saisons. Aujourd'hui, toutes ces réformes de la FMI que la RDC accepte volontiers de pallier, parce que c'est qu'on ne nous dit pas, et heureusement Israël l'a dit, la dernière fois ça n'a pas marché, mais c'était juste la dernière phase qui n'avait pas fonctionné. Ça veut dire que nous avons déjà montré, nous étions au bout. Il faut noter aussi une chose de spécifique, la personnalité du chef de l'État a beaucoup aidé, sa personnalité, ce côté amical. Il est allé avec toute l'humilité, une diplomatie agissante. Une diplomatie agissante et puis avec beaucoup d'humanisme. Voilà. Quand la RDC a compris quelles étaient ses forces et quelles étaient ses faiblesses, et le président, je pense, est allé vers toutes ces institutions avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'empathie pour dire nous sommes prêts à revenir sur l'échiquier politique. Nous allons, je vous garantis, parce qu'il a porté de sa personne en disant moi, Étienne Tshisekedi, je mets une institution anticorruption, c'est qui n'existait pas. Je vais une agence de lutte contre la corruption. Je vais détacher l'IGF parce que de son ministère. L'état de droit. Un état de droit, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être jugé contrôle. Tant que l'IGF dépendait du ministère des Finances, donc à un moment donné, votre ministre des Finances... Et l'IGF, l'inspection générale des finances... Dépendant aujourd'hui directement de la présidence, ça montre vraiment qu'il veut contrôler ses actions parce que, comme on vient de le dire, c'est lui qui a donné de la coopération. Il a été élu avec les institutions de Bretton Woods. Bien sûr, le peuple a donné mandat
Et il a pris cet engagement au niveau international de dire « Je m'engage personnellement au contrôle de mes finances à faire le policier. » C'est ça, justement qui a fait en sorte que la RDC retrouve cette lettre de noblesse au niveau du Fonds monétaire international. Vous concluez un programme au mois de juillet. Déjà dès le mois d'août, il y a les effets. Il y a de l'argent. C'est vraiment un signal fort. Oui, tout à fait. C'est un signal fort, comme l'a dit notre frère monsieur Israël. Et donc, c'est à travers ce mandat ici que le FMI, au regard de toutes les conditions, les préalables qui ont été évoqués ici, que le FMI a jugé bon de renouer la coopération avec le Congo. Et ça coïncide aussi que le président de la République du Congo préside aussi l'Union africaine. Voilà. Et donc, je me dis, peut-être que France Fanon avait raison. Et l'Afrique a la forme d'un revolver. Tout à fait, nous la gâchette se trouve au Congo. Voilà l'opportunité qui est donnée à la RDC de servir de gâchette pour l'Afrique tout entière. À travers. Et ça ne va pas se limiter dans les verbes. Hein? Mais justement, c'est pourquoi nous disons, nous voulons être pragmatiques. Nous devons interroger le Congo. Quels sont les besoins du Congo et quels sont les instruments que le Congo a pour booster ce développement économique. Les instruments sont là, il faut les rechercher à travers des réformes, à travers des lois, etc. Les lois sont là, mais il faut les appliquer. C'est cela le problème au Congo. Il y a un professeur d'université, le professeur Luzolo, qui disait qu'il existait, tout à fait, il y avait le critère d'évaluation d'une loi. La loi doit être efficace, doit être adaptée, doit être efficiente. C'est très important. Il ne suffit pas d'aller dans la perspective de FMI de réforme, faire de réformes. Oui, il y a des réformes. Les lois sont là. Il y a des réformes adaptées à nos milieux, adaptées à notre pays. Tout à fait. Parce que le problème dans nos réformes, pour la plupart des cas, c'est du mimétisme. Vous voyez, vous prenez une loi française, vous la prenez telle qu'elle a été élaborée en France et vous l'appliquez ici. Copie-coller. Copie-coller, non. C'est très important. C'est ainsi que dans l'élaboration des lois, on a besoin aussi de sociologues. On a besoin de sociologues qui doivent être en mesure de nous donner des faits pour que le législateur applique le fait au droit. Et c'est important. Donc on a besoin de toutes ces intelligences-là pour l'élaboration d'une loi sérieuse et qui pourrait être efficace et efficiente. Israël Moutala, pendant que nous sommes en train de nous entretenir, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en même temps président d'exercice de l'Union africaine, s'entretient, n'est-ce pas, il est en train d'échanger avec son hôte, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui est à Kinshasa depuis hier soir, n'est-ce pas, à sa jour de 112 heures, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, dans son agenda prévu de rencontres, notamment avec le ministre des Finances, ça a été fait. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, ça a eu lieu au courant de la journée. Et ce soir, c'est au tour du président de la République, une rencontre, vous avez dit, qui révèle tout un symbole pour une nation qui vient de loin et dont la population exige et devient de plus en plus exigeante, et veut des changements ici et maintenant. La RDC est sur la liste des États fragiles, n'est-ce pas? La RDC avec son énorme potentiel sur la liste des États fragiles. Est-ce un paradoxe? C'est pas un paradoxe, ça veut dire que c'est un défi qui nous est lancé. C'est pas une fatalité. Ça veut dire que si nous travaillons, si nous sommes sérieux avec les réformes pour lesquelles nous nous sommes engagés à faire aboutir, si nous sommes sérieux, on va justement quitter cette fragilité-là. La fragilité, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une bonne tenue de vos finances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un choc, à supposer que le cours du cuivre s'effondre à $2 000, comment l'État va financer ses dépenses de fonctionnement, d'investissement et de rémunération. Voilà. On veut nous amener à ce niveau-là. Et j'entends parfois les gens qui disent non, le FMI c'est une institution qui ne développe jamais coloniale, qui ne développe jamais des États. Oui, mais regardez, on dit d'abord elle était faite pour les Africains et tout ça. Vous avez vu que quand la Grèce était en difficulté, le FMI est allé à son chevet. La même chose pour le Portugal. La même chose pour un autre pays, je crois le pays de Galles, je ne sais pas très bien, qui était en difficulté. Le FMI est allé là-bas. Donc si vous dites que vous êtes en cessation de paiement ou la faillite des finances publiques, et le FMI vient et il vous dit non, voilà, là, attention, il vous prête de l'argent, mais il vous donne
de réformes, de pistes. Sous une certaine conditionnalité. Absolument. Mais ces conditions là-bas, ça veut dire c'est pour que vous ne retombiez pas là-bas, dans les mêmes conditions. On a vu par exemple qu'en Grèce, ils avaient des systèmes de retraite généreux, mais qu'ils n'arrivaient pas à financer. Donc je vous dis non. Ces retraites-là, leur hauteur, vous ne pouvez pas les financer. Rabaisser ceci, rabaisser cela, pour que vous ayez les moyens de faire face à vos dépenses courantes. Donc c'est tout ça. Par exemple, au Congo, on vous a très bien dit que nous sommes un État de à peu près 100 millions d'âmes et qu'il n'y a que 200 000 comptes fiscaux. C'est pas, ça veut dire qu'on ne va pas se développer comme ça. Ça veut dire que notre impact fiscal, notre empreinte fiscale est faible. La pression fiscale est de 1%. Voilà. Par exemple, alors avec le FMI, vous réfléchissez comment est-ce que vous quittiez d'un fichier des contribuables, personnes morales et personnes physiques de 200 000 pour que vous arriviez à 1 million, à 2 millions, à 10 millions. Il faut des réformes. Notamment ce que le Premier ministre a proposé lors de la présentation du projet de loi de finances 2022 en disant qu'il faut par exemple de machines pour, au niveau des caisses qui soient contrôlées par un database. Ce sont ces questions-là. Ça, ce sont les questions d'abord de recettes. Comment vous captez les recettes? Parce qu'avec un PIB d'à peu près 60 milliards de dollars, si vous appliquez la moyenne africaine en termes de pression fiscale autour de 20 ou 30%, donc on doit être en mesure de mobiliser au moins 20 milliards par an en termes de budget public. Mais on en est encore. Et c'est possible. Et c'est possible, justement. Parce que voilà, c'est possible. Mais pour y arriver, il y a des réformes à faire. C'est comme vous avez une sémence, quand vous la plantez, vous l'arrosez, vous attendez à ce qu'elle porte du fruit. Mais il ne faut pas arrêter de l'entretenir, d'arroser, c'est tout ça. Donc, il faut que nous soyons constants avec nos engagements. In fine, c'est pour notre propre bonheur. Et donc, sur les questions de la réforme, vous avez par exemple une ville comme Kinshasa, comme on l'a toujours dit, on a à peu près 10 millions d'individus. On n'a même pas des statistiques fiables. On a à peu près 10 millions d'individus, voilà, à peu près. Donc si vous 10 millions d'individus, ça va faire à peu près, si vous dites que par un ménage, c'est 10 personnes, vous divisez 10 millions par 10, vous avez à peu près 1 million de ménages. On est d'accord? 1 million de ménages. Et quand vous regardez le registre de la ville, des impôts, vous avez à peu près 60 000 contribuables pour les impôts fonciers. Sur papier. Alors, vous imaginez, donc de 1 million à 60 000. Et sur les 60 000 comptes fiscaux de la ville, vous avez à peine 30 000 qui sont actifs. Voilà. Voyez-vous, donc tous les efforts qu'il faut fournir pour capter... donc il faut en tout cas des réformes. Et Madame Marceline Kaozi, voilà, j'aime bien Kaozi. Par où le gouvernement doit-il commencer quand on parle des réformes? Parce qu'on a comme l'impression que tout est priorité. Effectivement, on ne va pas le nier, tout est prioritaire. Mais dans ces priorités, il faut hiérarchiser laquelle des priorités est importante parce qu'elle aura des effets secondaires pour impulser les autres. Le gouvernement doit commencer par où? Aujourd'hui, c'était déjà décidé que nous sommes un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, ça veut dire qu'il a pris note des recommandations que lui ont fait le FMI en disant au niveau de la présidence de l'État, nous prenons cette responsabilité de définir comment mettre en pratique ce que nous avons décidé conjointement avec le FMI. Ces réformes sont nécessaires. On vient de dire 200 comptes fiscaux avec une population Kinshasa évaluée à plus ou moins 17 millions. Ce qui veut dire que Kinshasa, elle seule, c'est un État dans un État. Donc, la priorité, vous allez peut-être me dire, elle est secondaire, mais elle est aussi importante. Comment identifier ce client, ce contribuable, ce électeur? Parce qu'on a un problème. On n'a pas des statistiques fiables. On ne connaît pas qui est qui fait quoi. Le problème, quand le professeur Samba a lancé dans le gouvernement Matata la bancarisation, ce problème était mis de table. Nous avons négligé. Mais aujourd'hui, Mokoko Samba, bien sûr. Aujourd'hui, on parlait depuis longtemps, il faut numériser, il faut digitaliser. La crise du Covid-19 vient nous pousser à sortir en disant c'est impératif. Si nous avons une population qui est identifiée, nous saurons qui travaille, qui ne travaille pas, qui doit payer ses impôts, qui ne peut pas le payer, quelles sont les entreprises. Si tout ce système
et informatisé et centralisé, coordonné au niveau des ministères clés, des finances. Il y a déjà un début de solution, non, ces solutions-là sont là. Avec mais la chaîne de recettes, la chaîne de dépenses, oui, mais qui sont elles doivent aujourd'hui être globales et inclusives. Il ne faudrait pas qu'on trouve des réformes juste qui concernent le secteur des finances et qu'on ne se dise pas qu'on va associer celui de l'éducation nationale ou celui de la recherche ou celui... Il faudrait que tout ceci... Des réformes holistiques. Holistiques et avec une décision claire. Nous faisons des réformes. Pourquoi? Dans quel intérêt? Nous devons venir contrôler tous les 6 mois et prendre note des avancées et de retards. Parce que tout ce que nous pouvons appeler échec aujourd'hui, si on le regarde avec un art pédagogique, nous trouverons bien que cet échec finalement peut devenir une solution. Mais ayons le courage de venir revoir. Dans ce pays, nous faisons beaucoup de réformes, nous ne voulons pas contrôler parce que ceux qui le font ne veulent pas, ou il n'y a pas une continuité. Dès qu'un gouvernement sort, un ministre sort, la continuité de l'État n'existe pas. Donc il faudrait que nous changions notre façon de faire. Merci Madame Marceline, professeur Ngoma. Le FMI ne vient qu'au chevet de pays dont les économies sont malades. Et les cas de la RDC, il faut les reconnaître. Nous venons de très loin. Madame a parlé tantôt d'un trou noir, n'est-ce pas? Et quand on sort de ce trou noir, il y a une lueur d'espoir, il y a une lumière qui apparaît. Et c'est la ruée, justement. On veut des changements. Dans un bref délai, d'après vous, comment l'action du FMI doit-elle être comprise au niveau de la population, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des pays qui se soustraient, ils ne veulent pas entrer en programme formel avec le FMI parce qu'on dit que le FMI c'est comme la police, il y a un contrôle efficient, on n'est pas libre, nous sommes un pays souverain, un pays indépendant. Comment cette action doit-elle être comprise au niveau de la population et des décideurs? Mais comme je l'ai dit tantôt là, la population doit savoir que le FMI ne vient pas pour développer le pays. Mais le FMI, à travers, n'est-ce pas, cette coopération qui a été renouée, vient en appui. Et donc, à la base... Donc, un appui aux politiques publiques qui existent déjà. Tout à fait. Donc, à la base, d'abord, il faut qu'il y ait des prémices. Et parmi ces prémices, il nous a été rappelé les conditions posées par le FMI, la bonne gouvernance, l'état des droits, la lutte contre la corruption, etc. Il suffit que nous pratiquions cela de façon plus ou moins absolue. Il y a possibilité que ce pays puisse se relever. Décoller. Bien sûr que oui. C'est possible. Ouais. Ce pays est malade de la corruption. Ce pays est malade de la mégestion, la mauvaise gouvernance, est malade de l'absence de sanctions. Et c'est comme ça que nous avons cessé de saluer l'action de l'IGF. L'IGF qui a toujours existé, mais aujourd'hui qui a été presque réactivé. Et son action joue un rôle très pédagogique, comme l'a dit madame. Il suffit que vous passez 2-3 nuits en prison, dans une cellule de garde à vue, et je crois que c'est une leçon pour les gestionnaires, les mandataires publics ont plus peur de l'IGF que de la justice. En fait, l'IGF, c'est le déclencheur. Parce que c'est l'IGF qui dénonce à travers les éléments probants. Et la justice, maintenant, doit être animée aussi par des personnes consciencieuses. Tout à fait. Ça veut dire quoi ça? Ah ben oui, mais ne vous en faites pas. Parce que rendre la justice, c'est un fardeau. Hein. Nous avons besoin de juges qui ont la conscience professionnelle. Des juges qui veulent effectivement dire le droit. Vous savez, lorsque la loi reconnaît au juge le pouvoir de rendre sa décision selon son intime conviction, mais il y a un problème moral aussi. Cette intime conviction qui n'est pas définie par la loi. À quel moment saurez-vous que le juge a rendu son jugement selon l'intime conviction? C'est cela la question. Ça, ce sont des exceptions, justement. Les textes existent. Tout à fait. Là, il faut sanctionner. Absolument. On recourt toujours aux textes qui sont en vigueur en RDC. Israël Moutala, corruption zéro en RDC, parce que parmi les indicateurs et les facteurs qui ont milité en faveur de la RDC, au retour de la RDC en programme avec les FMI, c'est justement la bonne gouvernance, n'est-ce pas? La lutte contre la corruption qui est portée au sommet de l'État, justement, madame l'a dit, le chef de l'État aussitôt pris ses fonctions, il a mis sur pied une agence nationale de lutte contre la corruption. Il a redonné les lettres de noblesse à l'inspection générale des finances, qui existait depuis longtemps, depuis des années, mais qui n'avait pas vraiment de pouvoir réel.
mais le chef de l'État vient de lui donner le pouvoir, d'abord en la rattachant à la présidence de la République. Vous pensez que c'est suffisant? Je pense que sur la volonté du président de combattre la corruption, je salue l'action de l'IGF. Mais pour l'agence de lutte contre la corruption, je serais moins réservé sur son efficacité et sa pertinence, bien que je sais, selon mes informations, que c'était une recommandation aussi de bailleurs de fonds. Mais je pense que l'action la plus... Néanmoins, la lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous. Oui, elle doit être l'affaire de tous, mais il ne faut pas multiplier de trucs, des institutions. Voilà, il faut qu'il y ait une institution efficace qui coordonne tout ça. Mais tout ça n'aura de sens que quand la justice se mettra au pas. Il faut capaciter les magistrats en matière de délinquance financière. Ça veut dire qu'il y ait un pôle financier, que les juges sachent quoi, qu'ils étudient un peu les flux financiers illicites, voilà, qu'ils apprennent un peu de comptabilité, parce que voilà. Mais certains experts estiment qu'il faille créer un parquet financier, parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir des magistrats entre guillemets généralistes, passez-moi des termes. Oui, tout à fait. Certains estiment qu'il faudrait... Voilà pourquoi je dis qu'il faut absolument qu'on arrive là. Mais il faut voir aussi de la façon dont le budget est agencé. Quand je vois par exemple que l'IGF, dans une des rubriques, va prendre 18 millions de dollars, je crois, de frais de fonctionnement voilà, il faut que je revoie mes chiffres, et que par exemple la Cour des comptes a 1 million de dollars, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut absolument, par exemple, que la Cour des comptes, que les magistrats soient capacités, prêtent serment et tout ça. Donc, mais pour l'instant, on a vu déjà que quand la volonté politique est forte et qu'on appuie une seule institution, qu'est l'IGF, on peut avoir des résultats. Mais pour que ces résultats soient consolidés, il faut absolument que la justice suive. Donc, en attendant que nous fassions un parquet ou une brigade financière, un parquet financier, je pense que la palette juridique, l'arsenal juridique aujourd'hui permet à un magistrat de poursuivre quelqu'un pour détournement de deniers publics. Mais le problème aussi, c'est lié, et Madame Kaozi le disait si bien, il faut une réforme holistique. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que moi, je peux ouvrir un compte au nom de Israël Moutala, et après j'ouvre un autre compte au nom de Moutala Israël, c'est deux personnes différentes. Donc, il faut que nous ayons... que la position soit identifiée. Et qu'il y ait un suivi à tous les niveaux. Je disais... Les entreprises qui se créent, absolument, au bout de l'échéance fiscale, tombent en faillite pour se soustraire au paiement fiscal. Il faut le faire absolument pour que nous ayons un seul identifiant fiscal et tout ça. Nous avons l'obligation. Est-ce que nous voulons bâtir ce pays? D'accord. La Constitution nous dit que nous avons l'obligation de contribuer aux charges publiques. Ça veut dire que tous nous avons l'obligation de contribuer. Mais comment allons-nous le faire? Est-ce que nous tous, nous sommes conscients que pour que nous envoyons nos enfants à l'école, pour que nous les soignons, pour que nous ayons les bonnes infrastructures, pour que nous mangeons à notre faim, pour que l'armée soit bien équipée, formée et bien tout ça, il faut de l'argent. Cet argent, on doit le trouver dans notre propre économie d'abord. Donc ce sont ces questions là-bas d'abord, c'est un contrat de confiance. Donc voilà pourquoi il faut absolument sanctionner sévèrement la corruption. Donc il faut que la justice ne soit pas complaisante envers les personnes. Les corrupteurs et les corrompus. Corrupteurs et corrompus. Mais surtout d'abord, je pense les corrupteurs, parce que voilà, la première action et tout, parce que quand un agent public est soumis à la corruption, voilà, il faut qu'elle ait la possibilité de dénoncer le corrupteur et puis que la machine se mette en branle pour essayer de capter cet argent et qu'il soit aussi encouragé. C'est difficile aujourd'hui, par exemple, j'ai vu, moi-même j'étais avec mon chauffeur, j'avais ma ceinture de sécurité, mon chauffeur ne l'avait pas mise, après des agents... Vous avez été arrêté, il y a un pari de pédagogie. On m'a arrêté, on m'a interpellé, ils m'ont demandé si ce était encore solo là. J'ai dit non. Ça veut dire quoi? Si je pouvais leur donner quelque chose et puis me lâcher, j'ai dit non. C'est la première fois que vous... Voilà, c'est tout ça. Après j'ai dit non, je vais aller au poste. Je suis allé au poste de police, pour qu'on me verbalise, j'ai attendu 1 heure. On m'a verbalisé, l'agent de la DGRAD pour émettre la note de perception n'était pas là. J'ai attendu 1 autre heure, 2 heures pour avoir la note de perception. Pour aller payer à la banque. Pour aller payer à la banque. Je suis arrivé à la banque, une longue queue.
j'ai perdu toute une journée. J'arrive devant au guichet de la banque, on cherche le sous-compte de la DGRAT qui prend les contraventions. Le guichetier ne se retrouve pas. J'ai dit, moi je ne paierai que cela. Donc vivement les réformes. Alors vous imaginez, Vivement les réformes. après À tous les niveaux. je récupère après 48 heures. Alors, prochainement, j'ai dépensé, donc ça veut dire qu'il y avait c'était une peine qui allait de $20 à 35. On m'a collé la plus grande peine. Après les frais bancaires, c'était autour de $55. Alors, prochainement, est-ce que je vais être un bon citoyen? Est-ce que prochainement, si quelqu'un veut me verbaliser, je vais accepter de perdre 48 heures pour payer $55? Voyez-vous, je serais tenté de donner 1000 francs, 2000 francs et passer ma route. Donc, c'est toutes ces réformes. Vivement les réformes. Absolument. Parce que le FMI veut accompagner la RDC justement à stabiliser son économie, n'est-ce pas, à l'essor économique, à faire des projets d'investissement pour le bonheur de sa population. Et parfois, les conseils du FMI ne sont toujours pas les bienvenus dans certains pays africains. Non seulement les réformes... Qu'est-ce qu'on veut cacher souvent quand on ne veut pas du FMI? Moi, je vous le dis, non seulement les réformes, mais aussi l'application des lois existantes. Il y a des lois qui existent dans ce pays. Il suffit de les appliquer tout simplement. Et accompagner, parce qu'on peut réformer, mais l'accompagnement. Tout le monde doit être dans cette perspective de l'accompagnement de ces réformes. Je vous ai parlé tantôt là, de la loi sur le crédit bail. Nous sommes en 2015, le 12 février 2015. On prend la loi. Mais la loi n'a jamais été appliquée. Elle va être appliquée en 2018. Là, c'est dans les tiroirs. Non, elle a été appliquée en 2018 après que le gouverneur de la Banque centrale ait pris l'instruction. Il a fallu attendre 3 ans pour prendre une instruction d'une loi. Vous voulez dire que les lois existent, mais les lois jamais sont appliquées. Mais tout à fait. Oui. Et puis certaines lois non vulgarisées. Vous imaginez aujourd'hui, nous qui sommes dans le domaine du droit, il y a un grand principe, nul n'est censé ignorer la loi. Mais oui, vous avez appliqué ce principe à la pauvre maman qui vend le pain à la cité, qui n'a jamais été au courant de la loi. Ouais. D'abord la vulgariser. Mais bien sûr, la vulgariser est dans la langue qu'elle maîtrise. Alors vous allez opposer cette dame-là le principe de nul n'est censé ignorer la loi, et pour lui appliquer la loi qu'elle ne connaît pas. Ah ben bien sûr. Donc c'est important, donc comme le disent les co-débatteurs, qu'il est important que l'on réforme. Et dans la réforme, on doit prendre en compte tous ces aspects-là. On dit souvent que bon, la population congolaise a un pourcentage très élevé d'analphabètes. Alors, on prend des lois en français qui ne sont pas traduites en langue nationale, etc., mais que l'on voudrait voir être appliquées par la même population. Donc, il y a un problème très sérieux. C'est ainsi qu'en termes de priorité, si la question m'était posée, quels sont les axes prioritaires, notamment le secteur éducatif. Le secteur éducatif, Madame Kaouzi, c'est ça. C'est le secteur clé. Vous ne pouvez pas avoir une nation forte, un secteur économique fort, si vous n'avez pas éduqué vos populations. Ici, je prends l'éducation dans sa forme la plus globale, parce qu'il faut qu'on pense global et non pas sectoriel. Dans ce pays, quand on parle d'éducation, on voit l'université. Alors que nous avons des instituts qui ont besoin d'être financés, qui ont besoin aussi de savoir. On a parlé aujourd'hui, le marché est global. On a une vocation africaine, nous avons la présidence de l'Union africaine. Ça veut dire que les problèmes qui seront traités, réussis à Kinshasa, en RDC, on pourra facilement les répliquer dans d'autres pays parce que, justement, la RDC, vu sa population, vu sa grandeur, peut donner une variante plus ou moins je ne veux pas être technique, mais on peut avoir un baromètre grâce à la RDC si on arrive à faire de la RDC un pays qu'elle a naturellement comme vocation. Regardez sa grandeur. C'est naturellement qu'elle est appelée à être leader. Mais ce leadership doit se traduire justement par une éducation qui correspond aux besoins de la population dans les langues autochtones, qui correspond aussi aux besoins de son marché. Aujourd'hui, on dit qu'on reçoit de l'argent. Le FMI nous apporte cet argent. Mais écoutez, si nous ne développons pas des entreprises fortes, nationales, est-ce que vous pensez que ceux qui sont étrangers viendront investir ici?
Le Covid nous a bien montré que chacun fait un repli stratégique sur son pays, a fait de loi pour ne pas se protéger. Donc ça veut dire que nous avons intérêt, parce que nous avons une population vaste en termes de consommateurs, qui est prêt, chaque investissement que nous allons faire, si c'est contrôlé, structuré, nous allons pouvoir le voir. Et nous voyons aujourd'hui, ceux qui produisent du savon, ce ne sont pas des industries qui demandent beaucoup de capitaux au départ, mais on voit le retour sur investissement parce que ce sont des produits de première nécessité avec des fois faits en fonction de la population et du pouvoir d'achat congolais. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays d'Afrique des sachets de bouillon. C'est parce que celui qui a fabriqué, il a fait une étude de marché, il a regardé quoi le pouvoir d'achat. Il n'a pas vu le problème, il a vu l'opportunité en se disant je vais produire pour cette population qui a ce faible pouvoir d'achat, mais je vais gagner dans le volume. Il a étudié l'environnement économique. Il a étudié l'environnement économique. La pénétration de ces marchés. Bien sûr, et ces entreprises prospèrent. La moralité, c'est quoi? Éduquons peut-être aussi dans cette réforme de l'éducation. Nous étudions à créer de l'emploi. Une éducation adaptée aux besoins du marché. C'est le B.A.B.A. dans un investissement. C'est vrai qu'on parle des réformes, mais excusez-moi, je suis dans le secteur privé. En général, quand on vient... Je rappelle que vous êtes administrateur au sein de la FEC. Non seulement administrateur, j'ai créé 2 sociétés ici qui fonctionnent et je travaille avec des Congolais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Que quand on vient investir dans un pays, c'est vrai qu'on parle souvent du climat des affaires, mais entre nous, le climat des affaires n'est pas souvent important quand on sait qu'il y a une opportunité de développement. On vient et on se dit, on va être une société citoyenne, on va investir, on va aider le législateur. Mais les climats des affaires, c'est pour des garanties quand même. Hein? Arrêtons ce discours. Les climats des affaires... Vous savez, un investisseur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde entier se met à genoux auprès de la RDC? Parce que la RDC a des réponses pour les batteries. Kaozi, je t'interromps, voilà. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc venait de terminer son entretien en tête-à-tête avec la directrice générale du FMI. C'est d'abord un tête-à-tête, à 2. Maintenant, on fera une réunion élargie, n'est-ce pas, au ministre des Finances, et une réunion élargie à la gouverneure de la Banque centrale, à la vice-premier ministre de l'Environnement, Bazaïba, à d'autres membres du gouvernement. Ils vont aborder ensemble avec ces ministères sectoriels, n'est-ce pas, des questions liées justement à la coopération structurelle, la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Vous savez, la RDC vient de rentrer en programme, après plusieurs échecs d'autres programmes, PEC 2, et ainsi de suite. Et c'est toujours vers la fin de la conclusion, justement, la conclusion du programme, qu'il y a toujours un couac. Et voilà. Mais cette fois-ci, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pris la question à bras-le-corps, lui-même, n'est-ce pas, en tant que président de la RDC et en même temps président en exercice du fonds, de l'Union africaine, n'est-ce pas. Et il a mis d'abord en place des instruments pour montrer à la face du monde, n'est-ce pas, que la RDC renaît de ses cendres. La RDC veut une nouvelle coopération, n'est-ce pas, structurelle avec les FMI. Et voilà ce que nous avons fait déjà au niveau du pays en termes de gouvernance, en termes de la lutte contre la corruption, en termes d'état des droits. Et justement, d'un moment à l'autre, le président de la République va faire son entrée dans la salle et pour une réunion élargie aux autres membres du gouvernement. Israël Moutala, après l'étape de Kinshasa justement, parce qu'il est prévu, j'ai parcouru le programme, Kristalina Georgieva qui vous apercevez sur les images, la directrice générale du FMI. Son programme prévoit notamment de visiter, à moins qu'il y ait changement, de visiter un des pavillons de l'hôpital Mamaemo ici à Kinshasa, Israël Moutala. C'est un symbole, ça veut dire que le FMI avait été beaucoup critiqué pour ses programmes d'ajustement structurel dans les années 80. C'était des programmes très durs. On les avait qualifiés de programmes qui n'avaient pas de visage humain.
Voilà, c'était ça. Les États étaient au bord de la faillite et le FMI avait demandé à ce qu'on puisse couper dans les dépenses sociales. Et donc, depuis lors, chaque fois que le FMI appuie un État, il tient en compte les aspects sociaux. Ça veut dire que là, maintenant, chaque mesure qui est préconisée... Oui, voilà, le président de la République vient de faire son entrée. La réunion élargie aux autres membres du gouvernement, au point focal du FMI RDC, aux autres experts pour les voir commencer. Et Mami Mambweni qui va me rejoindre tout à l'heure pour commenter justement à côté Salingala, à côté d'Astrid au Congo, Mami Mambweni, Israël Moutala, fignole parfaitement les Lingala, n'est-ce pas le professeur Ngoma de même. Voilà, le chef de l'État est là, tout souriant parce que la RDC a conclu un programme et qui porte déjà ce fruit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut garder son billet de dollars sans avoir peur de l'inflation parce qu'il y a un matelas financier qui soutient justement, il y a des réserves d'échange qui soutiennent justement ces taux d'échange sur le marché, parce que s'il y a tendance à la hausse du dollar par exemple, on fait recours non pas à la page à billets, mais plutôt à la réserve d'échange, n'est-ce pas? On donne des capitaux, de l'argent aux banques commerciales pour appuyer les opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, on a des réserves d'échange de beaucoup de semaines d'importation, n'est-ce pas, Israël Moutala? Et c'est vraiment un grand matelas. Non, c'est une excellente chose. Ça veut dire que nous avons plus de 3 milliards de dollars de réserves d'échange. C'est historique. Et ça, pour les opérateurs économiques, c'est un signal fort. Ça veut dire que nous sommes sûrs que après 2 ans, $1 équivaudra à peu près à 2000 francs. Donc c'est important de sauvegarder le pouvoir d'achat. Donc nous savons aujourd'hui que s'il y a un choc exogène, s'il y a un chèque endogène, l'État a les moyens justement de contrôler l'inflation, d'injecter des devises sur le marché et de stabiliser sa monnaie. Et donc c'est rassurant pour les opérateurs économiques. Merci Israël. Mami Mambweni à Lingala nous éviter manipuler bien la langue, l'une des 4 langues nationales, notamment le Lingala. Matondo mingi Oscar Mbal na bandi bozali kolanda nzela ya bilili mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azomisika omasolo na mama Cristalina Georgieva ndenge totalisa bino ete azali bongo mokambi ya Fonds monétaire international oyo euti bongo epesi bongo misomi ekoki bongo na milliard moko na ndambo ya dollar na ntina ete République démocratique ya Congo esala mosamo yango ya botomboli nkita ya ekolo ya biso République démocratique ya Congo ya solo ndeko Israël Mutanda yo ozali moko ya bato oyo akomela mpo ya mangi na tali bongo makambo batali bongo misolo na banzi mosolo mona mokosala eloko nini awakati ekolo Congo démocratique Fonds monétaire international epesi misolo minga nini oyo mbulamatari akani kosala ya liboso to pe priorité ezali nini na misala mbulamatari ya kosala oyo kotombola kita ekolo ya biso. Na mbongo wana, merci na mutuna na mbongo wana le gouvernement a vu d'abord et mikano ya ko soutenir au babengi pouvoir d'achat et pour que ça veut dire que l'IPA ya congolais sur les autres côtés les lots 500 francs lobikuna koleka, ça veut dire moula na moula etikala 500 francs. Ça veut dire que moto oyazalaka par exemple na salaire na il y a 200 000 francs à somara biloko il y a valeur à 200 000 francs après 6 mois, après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans 200 000 francs na yowana et puis ça y est makoki ya kosomba la même quantité il y a biloko oyabana osomba nango eza eloko moko eza très très important parce que mon équipe va balelaka mingi sur le dollar et mati parce que le dollar et mati il a dit que non on a bango wana sur les années valeur à 200 000 francs et somba par exemple sac moko ya masango na 2 sacs ya loso sur le dollar et mati na 200 000 francs wana on ressemble lisusu sac moko ya masango ke na 2 sacs alors tant que ressemble kaka sac moko ya masango na sac moko ya loso donc au bout ici pouvoir d'achat donc capacité na ya ko soma biloko ebele et diminuer si on a mbongo FMI a pesi eza pour battre là pouvoir ya ba congolais
va garder ma coquine à bango ya kusoba biloko partie mosusu ya mbongo wana eza po esala baprojet d'investissement esala banzela etonga bahôpital esala epesa courant et tout ça eza mbongo eza important partie mosusu ya mbongo eza pour que esala baréforme ça veut dire que tobongisa place eza na bambeba pour que bafinance na biso ekoma makasi toyeba kozwa mpako ebele toyeba kodepense mbongo malamu donc mbongo nyonso wana yango ntina nango donc eza mpona développement ya Congo eza mbongo moko eza important makasi parce que FMI azopesa biso mosusu ya ofele ndambo mosusu azopesa biso na to azodefisa biso mais kodefisa biso wana azopesa ngo na to moko boye eza na se koleka bato ezaka na marché biso toke par exemple kodefa mbongo na pourcentage moko na marché ezalaka 10% FMI azopesa ngo na bato babenga ngo de taux concessionnel ça veut dire que soki bapesaka na marché na 10% ya azopesa ngo na 2% to na 1% to mosusu azopesa na to 0 donc azozwa ata intérêt mon côté donc eza bafacilité moko ebele mpo biso toza na mbongo moke ça veut dire tozosapuye na FMI eza na mbongo ebele azosunga biso na ntango ya pasi mais na terme ntango soki toleki 3 ans oyo toréussir programme na baréforme nyonso tokosala toza susu na posa ya FMI te totikali biso moko eza tokata na mwa maladi moke tokorige yango totikeli autonome ya solo FMI mosolo oyo ekopesa yango lolenge opesi yango lolenge ekani opesi na mbala moko to ekokabola bitapi na bitapi mpona par exemple mpona ya misolo oyo apesaki na cadre ya koatenir makambo ya covid oyo babengaka badroit de tirage spéciaux apesaki na mbala moko 1,5 milliard wana apesaki na mbala moko yango esali biso epeso makasi mingi Congo ekomi na baréserve de change makasi parti mosusu apesaka yango après chaque revue après eza 1,5 milliard aussi mais eza étalé na barevue donc po eza programme oyo ya 3 ans donc eza lokola disponibilité eza lokola 500 millions de dollars par an bakopesaka ndambu 200 millions 300 millions soki biloko baréforme boyokanaki ezokende malamu soki bokokisi après 3 mois 6 mois bapesi 300 millions bokei bosusu apesi 300 millions ainsi de suite ti après 3 ans ekoka mais asi alibéraki déjà mbongo ebele soki ntango bosigné apesaki déjà à peu près 300 millions de dollars. Il y a seulement que Israël n'a pas été ceux qui font monétaire international ils ont ici des sous boyo kami na ekolo Congo démocratique enge bene na kotala lolenge misali ya mbula matara ezali kosalema mingi penza na kobeta sete na likambo etali talaka tope corruption omoni ete mokambi ekolo ezali penza kobunda etumba mpona koshikisa likambo lina awa kati ekolo ya biso na yango IGF ezali kosala mosala yango kasi ezali komona IGF ezali kotia maboko na bato banso baye bazali